L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Le mal, parfois, se drape de bien. Pour avancer, certaines organisations non gouvernementales, par exemple, seraient-elles dans ce cas de figure pour atteindre des objectifs non avoués? Des ONG au nombre de 50 en 1948, elles seraient près de 5000 aujourd'hui. La promotion d'un monde meilleur, et ce au-delà des frontières, par-delà les souverainetés des États. Leur légitimité, pour ceux qui les écoutent, leur simple bonne foi. Des ingérences et des veilles avec des campagnes médiatiques envers des pouvoirs qui lésineraient sur les droits de l'homme, à l'instar de Reporters sans frontières par exemple, l'ONG française qui défend, dit-on, la liberté de la presse. En réalité, derrière cette façade se cache un agenda bien précis et des subventions qui résument à elles seules le logiciel de l'organisation en question. Alors RSF, association humanitaire ou bras médiatique du mondialisme, dont certains pays comme l'Algérie ne seraient pas en odeur de sainteté. 150 journalistes tués à Raza depuis 9 mois et l'organisation a été plutôt timorée par rapport à ce génocide depuis 9 mois. L'ONG s'est flanquée simplement de comptes rendus plutôt très laconiques. En tout cas, des comptes rendus bien timides. RSF, on en parle ce soir au vu de son histoire, au vu de ses subventions, avec un journaliste qui a bien enquêté sur la nébuleuse association. On en parle et c'est maintenant. Alors, de quoi l'ONG Reporters sans frontières est-elle le nom? Pour en parler, je reçois le journaliste et écrivain Maxime Vivas, auteur d'un cinglant La face cachée de Reporters sans frontières de la CIA au faucon du Pentagone. Bonsoir Maxime Vivas, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Alors, l'idée de traiter de sujet m'est venue lorsque on a reçu ici le journaliste Jacques-Marie Bourget, reporter de guerre, qui a raconté ici même à l'échiquier international que le 21 octobre 2000, lors d'un reportage à Ramallah, un sniper sioniste l'avait visé avec une balle de M16. Très mal en point, il a dit, il a prétendu, en tout cas il a espéré que RSF pourrait dénoncer l'acte en question une fois rapatrié en France. Rien n'est venu. RSF a fait le dos rond par rapport à cette situation. Et puis en 2019, ce qui lui a mis la puce à l'oreille concernant l'essence ou le programme de l'ONG, c'est qu'en 2019 justement, l'ONG a été présentée à Tel Aviv en présence du président sioniste pour se voir discerner le prix d'Endaviz. Alors Maxime Vivas, je vous pose ma question. Vous qui avez enquêté sur l'ONG en question, on se rend compte que l'ONG fait également le service minimum concernant les journalistes à Raza. Oui, il faut savoir que Reporters sans frontières est en fait une fausse ONG parce qu'elle perçoit des subventions gouvernementales. Elle perçoit des subventions de 2 ministères français, elle perçoit des subventions de l'Europe, et puis aussi elle perçoit, peut-être on en parlera, des fonds d'un organisme américain qui est lié à la CIA. Donc en gros, pour simplifier, je dirais que de manière permanente, Reporters sans frontières roule pour les États-Unis d'Amérique. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que on voit, je viens de voir là, pour le classement de la liberté de la presse 2024, je viens de voir que Israël, où il y a eu, je crois, plus de 150 journalistes tués depuis le 7 octobre, est classé 101e, alors que l'Algérie, où je pense qu'il y en a eu beaucoup moins ou aucun, est classé 139e par Reporters sans frontières. Donc il y a une volonté, cette organisation-là, de préserver à la fois les États-Unis et les pays qui sont des alliés fidèles des États-Unis. Alors par rapport justement au lexique de Reporters sans frontières, par exemple concernant le génocide à Raza, pour parler de la résistance armée, on utilise le mot de belligérant, concernant la résistance donc palestinienne. On parle de tragédie, simplement de tragédie concernant les journalistes palestiniens. Alors il s'agit parfois d'assassinats ciblés comme Abou Aqla ou même Jacques-Marie Bourget il y a quelques temps.
concernant par exemple le cas d'Assange, il y a oui, on regrette sa situation, mais sans dire beaucoup plus sur son cas qui pose une sérieuse question à l'endroit de la liberté de la presse, ou la liberté tout court en Occident. Rien d'étonnant quand on lit votre livre, Maxime Vivas. Oui, alors, le cas de Julian Assange était emblématique parce que c'est un journaliste australien qui est le journaliste qui est le plus primé au monde. Et c'est celui qui a effectivement, grâce à l'organisation qu'on lui reproche de fréquenter, d'avoir fréquenté, a révélé des crimes de guerre et des choses horribles. Il a fait un travail de journaliste. Il est en prison et Reporters sans frontières a mis beaucoup de temps pour réagir. Beaucoup. Pourquoi? Parce que Assange était la cible des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui veulent Assange. Ce qui est monstrueux, si vous réfléchissez bien, il y a eu un pays dans lequel un journaliste n'a pas mis les pieds et qui réclame ce journaliste-là pour le mettre en prison pour 175 ans. C'est monstrueux. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, l'ensemble de la presse chez nous et Reporters sans frontières ne mène pas des campagnes tout à fait spectaculaires pour essayer de faire libérer cet homme-là. Nous avons chez nous un ancien candidat à la présidence de la République, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui disait que s'il était au pouvoir, Assange serait naturalisé français aussitôt. Quand on lit votre... Oui, pardon, allez-y. Quand on lit votre livre... Donc la face cachée de Reporters sans frontières de la CIA au Pentagone, alors on découvre beaucoup de choses qui interpellent. Donc RSF s'en prendrait aux pays qui ne font pas partie de l'agenda de l'Empire américain, pour dire les choses rapidement. Alors acharnement contre Cuba, on fomente pratiquement, ou on n'est jamais loin des révolutions. Par exemple, vous parlez de la révolution non populaire pour faire chuter le président Feu Chavez dans les années 2000-2002. Silence autour de l'étouffement de l'affaire du caméraman irakien, donc tué en Irak, ainsi que le journaliste espagnol. Il y a une indulgence face aux États-Unis et l'entité sioniste. Comment vous expliquez ce deux poids, deux mesures concernant RSF? RSF qui a fait, on le rappelle, je termine, RSF qui a fait, on le rappelle, l'apologie de l'invasion en Irak en 2003. Oui. Alors en fait, il y a plusieurs raisons. Il y en a une que Robert Ménard, le fondateur de Reporters sans frontières, a annoncé un peu naïvement ou cyniquement dès la création de son ONG. Il a dit « nous allons dénoncer les atteintes à la liberté d'expression en Bosnie, au Gabon, en Algérie, en Tunisie, mais on ne dira rien sur les régimes, sur les dérives françaises, parce que nous avons besoin des médias français pour être médiatisés, et nous avons aussi besoin des sponsors français pour nous développer. D'entrée, il a dit en fait ce qu'il voulait faire et donc ce qu'il ne ferait pas. Alors, pour simplifier, je dirais que Reporters sans frontières s'en prend à la presse pauvre des pays pauvres, et non pas à la presse riche des pays riches. On ne verra jamais Reporters sans frontières dénoncer des mensonges, des erreurs, des contre-vérités des journaux comme le New York Times ou chez nous Le Monde, Libération. Ils le font pas. Donc il y a un parti pris qui est lié à leur intérêt financier, mais aussi c'est un intérêt idéologique, parce que tout à l'heure je vous le disais, Reporters sans frontières roule pour les États-Unis d'Amérique, mais en même temps, ils reçoivent des subventions de ce pays-là. Et dans mon livre, donc j'ai écrit en 2007, La face cachée de Reporters sans frontières, je cite au dollar près, et année par année, l'argent qu'ils ont reçu de certains organismes américains, et qui sont en fait des paravents de la CIA. Alors il y en a un, je ne sais pas si je peux en parler maintenant tout de suite, ça s'appelle la National Endowment for Democracy, la NET, voilà, la NET. On va en parler tout de suite, justement parce que, alors rapidement, RSF a été fondé donc en 1985 par Robert Ménard et Ronnie Baumann. Ronnie Baumann prendra la porte quelque temps après. Il aurait vu des choses qu'il n'aurait pas pu, donc il a préféré prendre le large. Donc Robert Ménard qui a écrit un livre qui s'intitule sobrement Vive l'Algérie française, et qui était fier, donc qui se disait fier de compter parmi sa famille, donc son père et son oncle, qui fabriquaient des bombes pour l'OAS dans les années 60 en Algérie. Donc Robert Ménard ne fait plus partie de l'association, il faut le répéter, mais face à une question, il a avoué absolument, concernant RSF, absolument, nous recevons de l'argent de la NED.
ça ne pose aucun problème. Donc la NED, c'est la National Endowment for Democracy. Alors Maxime Vivas, qu'est-ce que la NED justement? Alors, vous avez parlé de Robert Ménard et de l'OAS. Moi, j'ai écrit un second petit livre sur Robert Ménard qui s'appelle D'irrésistibles déchéances de Robert Ménard, dans lequel j'ai épinglé ce qu'il disait sur l'OAS, et vous l'avez cité, hein. Il dit que son père et ses oncles manipulaient des caisses d'armes de l'OAS à Oran, et que lui, il les admirait, et il ajoute, je les admire encore, je les admirerai toujours. Ça, c'est pour l'OAS. Ensuite, l'autre question, c'était qu'est-ce que c'est que la NED? Mais écoutez, qu'est-ce que c'est que la NED? Le mieux encore, c'est peut-être de demander à ses fondateurs. Parce que si c'est moi qui le dis, on peut dire que je suis de parti pris. Alors, je vais vous lire très rapidement. D'abord que la NED elle intervient dans plus de 70 pays. Alors, Karl Gersmann, qui est le premier président de la NED, dit « Il serait terrible pour les groupes démocratiques du monde entier d'être vus comme subventionnés par la CIA. C'est parce que nous n'avons pas pu continuer que nous avons créé la NED. » Et Allen Weston, qui a été le co-rédacteur des statuts de la NED, a écrit « Beaucoup de ce que nous faisons maintenant a été fait en secret par la CIA il y a 25 ans. » Et puis encore le New York Times du 31 mars 1997 qui dit « La NED a été créée il y a 15 ans pour réaliser publiquement ce que la CIA a fait subrepticement durant des décennies. » Voilà, donc cette organisation-là subventionne Reporters sans frontières. Vous savez, personne ne donne de l'argent gratuitement. Il y a toujours des contreparties exigées. Donc, chez nous, on dit que celui qui paie l'orchestre choisit la musique. Et donc, la NED exige des gens qui reçoivent de l'argent, c'est le cas de Reporters sans frontières, qu'ils influent sur la politique du pays, sur les lois, sur les votes des lois, sur l'appareil judiciaire, sur l'opinion publique. C'est ce qu'on leur demande de faire. En gros, Reporters sans frontières reçoit de l'argent des Américains pour influencer l'opinion française. Alors, RSF s'est vertué à passer sous silence les exactions commises par l'armée des États-Unis contre des journalistes qui n'étaient pas, on va dire, dans les bons papiers de Washington. Vous en parlez dans votre livre. RSF ne s'est, par exemple, souvenu que tardivement, 5 ans plus tard, du cas de Sami Al-Hajj, journaliste de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, arrêté et torturé en Afghanistan par les autorités états-uniennes. Ensuite, a été transféré à Guantanamo. Al-Hajj a finalement été libéré le 1er mars 2008, après plus de 6 ans de calvaire. Il a donc fallu une enquête de 5 ans à RSF pour découvrir que Sami Al-Hajj avait été arrêté, séquestré, torturé uniquement en raison de sa qualité de journaliste. Mais vous le dites que RSF connaissait l'existence du cas de Sami Al-Hajj, mais a pris du temps avant de réagir, et volontairement. Oui, ils ont essayé de retarder autant que possible. Ils ont dû s'en occuper quand ils ne pouvaient plus faire autrement. Mais un peu au départ, ils ont dit ils n'étaient pas sûrs que c'était un vrai journaliste, etc. Puis ils ont trouvé des choses comme ça, des arguments qui étaient des arguments pour essayer de blanchir les États-Unis d'Amérique, qui, vous venez de le dire, vous avez parlé du bagne de Guantanamo. C'était un bagne où on torturait des gens dont beaucoup étaient innocents. Et il faut quand même rappeler que ça, c'était l'œuvre de ce que nous appelons ici en Occident la plus grande démocratie du monde. La plus grande démocratie du monde qui a un bagne imposé d'ailleurs à un pays tiers et dans lequel on arrête, on torture et on tue d'ailleurs, c'est un peu gros. Et puis vous avez peut-être aussi, où je vais évoquer, le cas de ce caméraman espagnol, José Couso. José Couso et son collègue ukrainien Tara Protsiuk. Pardon, j'ai pas compris. Il y avait alors le journaliste espagnol José Couso avec son collègue ukrainien Taras Protsiuk dans l'hôtel Palestine à Bagdad. Absolument. Oui, absolument. Et donc ils ont été tués par un missile qui a été tiré sur l'hôtel Palestine où se retrouvaient tous les journalistes de Bagdad et qui était connu pour être un lieu de rassemblement des journalistes. Il a été tué par un missile et puis aussitôt la Fédération internationale des journalistes a dit que c'était un crime de guerre. Mais quant à Reporters sans frontières, ils ont déclaré qu'en fait c'était une bavure, une rupture dans la chaîne d'information et que donc les 3 militaires que la Fédération internationale des journalistes voulait impliquer n'étaient pas responsables. Ça c'était en 2004. En 2006, la famille du caméraman espagnol José Couso a demandé à RSF de sortir de ce dossier pour cause de complaisance et de connivence avec les tueurs. Et en 2007, un mandat d'arrêt international a été lancé
contre les 3 militaires dont Reporters sans frontières avait dit qu'ils étaient innocents. Vous voyez comment cette organisation défend les journalistes, enfin ils défendent surtout l'armée américaine. 150 journalistes, donc on le rappelle, tués au moins, tués à Gaza par les bombardements sionistes. On a parlé également du cas Assange, où RSF, on le voit, est plutôt timoré, pour ne pas dire un peu distancé par rapport à ce qui se passe là-bas, même si l'organisation utilise des euphémismes pour exonérer encore l'implication de l'empire américano-sioniste. Mais par rapport à la France, les services de renseignement sont au courant des financements, des subventions. On pourrait parler aussi de George Soros, aussi, qui est un grand mécène de RSF. Mais comment ça se fait que l'organisation continue encore à avoir pignon sur rue? Disons que c'est une organisation qui arrange bien tout le monde, parce que d'abord, elle est perçue, c'est une escroquerie terrible, elle est perçue en France comme le syndicat des journalistes. Si vous demandez aux gens de la rue quels sont les syndicats de journalistes, ils vont vous citer Reporters sans frontières et Robert Ménard à l'époque. Mais ils sont foutus de vous donner le nom d'un responsable d'un syndicat de journalistes. Donc en fait, Reporters sans frontières, comme ça, court-circuité les syndicats des journalistes qui avaient des choses à dire. Et notamment, il y a eu en France ces dernières années, ces dernières décennies, des regroupements dans la presse, des licenciements, des choses comme ça. Il y a eu des interventions des patrons de presse et qui étaient pas tout à fait dignes d'un pays démocratique et d'une presse démocratique. Et là-dessus, Reporters sans frontières ne disait rien. Donc c'était une sorte de paravent pour les puissants de chez nous. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Reporters sans frontières fonctionne avec des subventions étatiques de la France et de l'Europe, et aussi avec des subventions de grands groupes industriels, capitalistes, etc. Donc, en fait, ça servait très bien beaucoup de monde, sauf peut-être la liberté de la presse et les journalistes. RSF, bien entendu, et l'Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On a vu des membres de RSF donc ont tenté de mettre en péril les institutions du pays en 2020 durant la période du Hirak. Est-ce que selon vous, l'Algérie serait-elle visée par RSF et ses mécènes? Et bien entendu. Si l'Algérie, d'ailleurs tout pays d'ailleurs, je dis l'Algérie, mais je pourrais le dire de tous les pays d'Afrique, de tous les pays d'Amérique latine, tous les pays qui ne sont pas en accord avec la politique des États-Unis, ou simplement qui veulent résister à sa politique, ou simplement qui veulent récupérer leurs richesses, leurs biens, leurs minerais, alors que les États-Unis, ça les arrange pas. Tout pays qui peuvent gêner la politique militaire des États-Unis, tout cela sont ou seront la cible des États-Unis. Alors, il faut voir en quoi l'Algérie peut avoir gêné les États-Unis, mais si vous les gênez, vous pouvez être sûr que Reporters sans frontières dira que, en fait, dira du mal de vous, dira du mal de votre pays, et ne dira pas du mal d'autres pays où règne la dictature. Vous savez, moi je me trouvais au Venezuela en 2007, quand il y a eu le coup d'État assez éphémère contre Chavez, Reporters sans frontières à ce moment-là a dit que un pays a approuvé le coup d'État, a dit que la liberté de la presse était revenue au Venezuela, alors que le président élu était en prison et a failli d'ailleurs être fusillé. Et c'est comme ça d'ailleurs. Et quand après l'intervention américaine en Irak, les Reporters sans frontières a écrit qu'un air de liberté était enfin arrivé sur la presse en Irak. Un air de liberté dans un pays qui avait été dévasté et qui était sous la botte de l'armée américaine, vous voyez. Donc, il suffit, c'est pas compliqué, hein, il suffit que vous fassiez une chose qui déplaît aux États-Unis, il suffit que vous soyez un obstacle pour les États-Unis et vous devenez automatiquement un ennemi. On voit bien aujourd'hui, ils ont un ennemi puissant qui est la Chine, hein, qui est leur principal concurrent, et donc toutes les informations qui nous viennent des États-Unis sont négatives sur la Chine. Moi, je suis allé au Tibet. Je suis allé 3 fois au Xinjiang, chez les Ouïghours, et j'ai vu plusieurs antennes de la net qui distribuent de l'argent à différents groupes pour essayer d'influencer la population dans ces pays-là. Donc ils sont partout, ils sont dans 70 pays. Mais est-ce que ça marche, Maxime Ivas? On a envie de vous poser la question. Est-ce que ça marche, ce mode opératoire? Oui, quelquefois. Moi, je pense que ce qu'on appelait la révolution orange en Ukraine, ça a été qui a été fait avec l'empreinte de Soros, dont vous avez parlé,
et aussi de l'ANEL et des États-Unis. C'est eux qui ont voulu ce coup d'État. Mais disons que ça a marché, ça a marché parce que peut-être qu'à l'époque, enfin même maintenant, mais ça marche quand les États ne sont pas très stables par rapport à la Chine ou la Russie. On a affaire à des États beaucoup plus stables, avec des institutions militaires beaucoup plus ancrées. C'est beaucoup plus difficile d'opérer concernant ce type de système. Oui, vous avez raison. Il vise en priorité les pays qui sont instables, qui sont fragiles, et dans lesquels, quelquefois, les dirigeants sont discrédités. C'est ce qu'ils font. Mais en règle générale, ils essaient d'agir dans tous les pays. Ils attendent des moments favorables. Moi, je vous disais que je suis allé au Tibet en 2010. En 2010, il y avait une campagne terrible en France sur ce qu'on appelait Free Tibet, en faveur du Dalai Lama, qui était un despote effrayant, hein, moyenâgeux. Eh bien, mais c'était l'ANED qui était là pour essayer de voir si on pouvait séparer le Tibet de la Chine. Alors ça n'a pas marché. Ils se sont ensuite dirigés vers Hong Kong. Vers Hong Kong, il y a eu aussi, vous vous rappelez, là, les manifestants pro-démocratie. Les journalistes chez nous disaient les manifestants pro-démocratie. On a l'impression que s'ils n'étaient pas pro-démocratie, ils allaient être virés. Donc ça a été aussi une tentative de déstabiliser la Chine. Et puis maintenant, depuis 4 ou 5 ans, ils sont au Xinjiang avec des fake news mondiaux sur le prétendu génocide des Ouïghours. Moi, je l'ai vu. Et écoutez, c'est vraiment pas un génocide. Moi, j'invite tous les musulmans et toutes les musulmanes à aller au Xinjiang et voir la liberté qui régnera pour eux, pour elles, à tous les points de vue, et puis qui est certainement aussi grande que celle qui règne dans des pays que Reporters sans frontières défend et soutient. Alors, dernière question, Maxime Vivas, c'est quand même une représentation d'un mini-totalitarisme avec RSF qui est là, qui veut transcender les institutions des pays, l'histoire des pays, le déterminisme des populations, la volonté des populations. En fait, c'est la dictature d'une minorité qui prétend connaître mieux que les pays, les institutions militaires, ce qui va dans le bon sens pour l'ensemble parfois de millions de citoyens. C'était le cas en Algérie. C'est une forme de dictature aussi. Oui, mais là vous mettez le doigt sur ce que j'appellerais le complexe de supériorité occidentale de la France. Hein, une sorte de complexe mais parfois ils prennent des agents coloniale. Mais parfois ils prennent des agents aussi locaux. Oui, on peut toujours trouver des gens pour faire les relais. Mais enfin, il y a une sorte de... Vous savez, chez nous, ce qu'on appelait la Centrafrique, hein, c'était quand même cette idée que la France était mieux placée que n'importe quel pays pour gérer l'Afrique noire. C'était une grosse erreur. Et je pense que sur l'Algérie, il faudrait qu'aussi on comprenne chez nous, et en tout cas moi je l'ai compris, que c'est un pays indépendant qui mène sa politique et que nous n'avons pas de leçons à lui donner. Voilà. Merci Maxime Vivas, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle votre livre, donc il s'agit de La face cachée de Reporters sans frontières de la CIA au Faucon du Pentagone. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Remerciements encore à Maxime Vivas d'avoir été des nôtres. Et quant à moi, je vous dis à demain.